de rentrer vraiment dans le cœur de notre sujet, nous avons encore une étape à franchir. Dans la suite de notre voyage, on parlera souvent, et même presque tout le temps, de référentiel. Alors, on va prendre le temps de vérifier qu'on comprend bien de quoi il s'agit. Et comme souvent, à la fin de cette vidéo, on abordera des aspects un peu plus techniques qui ne seront pas indispensables tout de suite, mais je préfère en parler dès à présent. Pourquoi? Parce que si par la suite vous vous posez des questions à ce sujet, en toute logique, c'est dans cette vidéo-ci que vous vous attendrez à les retrouver. Mais bon, si la deuxième partie de cette vidéo vous paraît trop technique, surtout n'ayez pas peur de la zapper. Vous pourrez toujours y revenir par la suite et on n'en aura pas besoin tout de suite de ces sujets avancés. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'on va appeler un référentiel? Eh bien, un référentiel, c'est la combinaison de deux choses. Tout d'abord, un système de coordonnées et ensuite un observateur qui peut être réel ou imaginaire et auquel on va accrocher l'origine de ce système de coordonnées. Autrement dit, cette origine et toute la grille des coordonnées vont se déplacer en suivant notre observateur, si l'observateur est en mouvement. Prenons un exemple maritime pour commencer. Voici deux bateaux qui viennent de se cogner. S'ils sont entrés en collision, ça signifie bien sûr qu'ils étaient au même endroit et au même moment. Et ça sera vrai pour tous les observateurs. Ça a l'air un peu idiot dit comme ça, mais permettez-moi d'insister lourdement. Pour tous les observateurs, si les deux bateaux sont entrés en collision, ça signifie qu'ils étaient au même endroit et au même moment. Encore une fois, ça a l'air évident, dit comme ça, mais comme beaucoup de choses qui semblent évidentes vont être bientôt remises en cause dans la suite de notre voyage, au moins en voici une qui est solide et ça mérite de le souligner encore une fois. Si les deux bateaux sont entrés en collision, ça a eu des effets physiques mesurables et tous les observateurs seront bien obligés de convenir que les deux bateaux étaient bien au même endroit et au même moment. Nous verrons bientôt, dans deux vidéos de ça, à quel point ce constat est important. Mais bon, où et quand le choc s'est-il produit? Ça va être important de le définir pour les compagnies d'assurance. La compagnie d'assurance du bateau bleu, qui est anglais, dira que ça s'est produit à 10 heures, heure de Londres, par 28 degrés de latitude nord et 17 degrés à l'ouest du méridien de Greenwich. La compagnie d'assurance du bateau rouge, qui est français, pourrait dire que ça s'est produit à 11 heures, heure de Paris, toujours par 20 degrés de latitude nord, car tout le monde mesure les latitudes à partir de l'équateur, mais à 19 degrés à l'ouest du méridien de Paris. Le bureau de Londres et celui de Paris ne mesurent pas les heures ni les longitudes de la même manière. Mais évidemment, tous les deux parlent bien avec des coordonnées différentes du même endroit et du même moment. Simplement, leurs référentiels sont différents. L'un est attaché à Londres et l'autre à Paris. Et bien sûr, il y a une formule mathématique toute simple pour passer du référentiel anglais au référentiel français. Il suffit de rajouter 1 heure et 2 degrés à l'ouest. Alors il y a toutes sortes de référentiels. Celui avec les latitudes et les longitudes en est un. Mais il y en a d'autres. On peut par exemple repérer une position par un angle et une distance par rapport à l'origine. Mais on peut la repérer aussi par son abscisse et son ordonnée. On a appris ça au collège. Et il existe des formules mathématiques plus ou moins compliquées qui permettent de passer d'un référentiel à l'autre.
En ce qui nous concerne, dans la suite de notre voyage au pays de la relativité, on va utiliser ce système de coordonnées qu'on appelle des coordonnées cartésiennes. Alors voyons comment on va l'appliquer à notre collision. Le système de coordonnées bleues est rattaché à un bateau bleu qui en a été témoin. Dans ce référentiel, la collision s'est produite à 3 km devant lui et à 2 km à sa droite. Le système de coordonnées rouge est rattaché à un bateau rouge qui en a été témoin lui aussi. Dans son référentiel à lui, la collision s'est produite à 4 km devant lui et 1 km à sa droite. Mais comme tout à l'heure, les deux témoins parlent bien du même événement, au même endroit et au même moment. Bien sûr, on pourrait calculer les formules mathématiques qui permettent de passer des coordonnées de l'un à celles de l'autre, mais on ne va pas le faire pour le moment en ce qui nous concerne. Et bien sûr aussi, bon, c'est inutile de me le faire remarquer dans les commentaires, dans le monde réel, les marins parlent en milles nautiques et pas en kilomètres. Eh bien tiens, je vous laisse faire les conversions par vous-même, ça fera un excellent exercice de changement de repère. Imaginons maintenant que je veuille faire de l'astronomie et que j'installe mon télescope sur l'une des îles proches de l'endroit de la collision. Le problème, c'est bien sûr que la Terre tourne sur elle-même. Et donc, mon référentiel va tourner avec elle. Ceci va avoir deux conséquences. La première, c'est, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, que dans ce référentiel, je vais sentir des pseudo-forces, puisque mon référentiel tourne. Alors à mon niveau, ces pseudo-forces vont être faibles. Mais ce sont elles qui expliquent, par exemple, que le sens du vent est différent autour des anticyclones dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. Tiens, au passage, voilà encore une preuve, non seulement du fait que la Terre est ronde, mais qu'en plus elle tourne. Les platistes qu'on entend parfois seraient bien incapables d'expliquer ce phénomène. La deuxième conséquence, c'est que les calculs astronomiques du mouvement des planètes vont devenir très compliqués, puisqu'il faudra combiner le mouvement des planètes sur la voûte céleste avec leur mouvement apparent d'un tour toutes les 24 heures. C'est pourquoi, pour faire de l'astronomie, il est beaucoup plus simple de passer à un autre référentiel qu'on va appeler géocentrique. Ce référentiel est fixe par rapport au centre de la Terre et il est fixe aussi par rapport aux étoiles. Ce référentiel a été utilisé pendant toute l'Antiquité, ce qui prouve au passage que les savants de l'Antiquité savaient parfaitement que la Terre est ronde. Mais il y a encore un petit problème, c'est que la Terre tourne autour du Soleil. Ce mouvement de la Terre autour du Soleil n'aura pas de conséquences sensibles pour nous. Il est trop lent pour qu'on sente les pseudo-forces qui en résultent. Et en plus, il est lié à la gravitation, ce qui fait qu'on peut le considérer comme inertiel au sens d'Einstein, au moins en première approximation, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Mais il y a quand même un problème, c'est que le calcul du mouvement des planètes y est très compliqué, puisqu'il faut combiner le mouvement des planètes autour du Soleil, qui suit des lois assez simples, avec le mouvement propre de la Terre. Et du coup, on peut essayer de calculer le mouvement des planètes dans le référentiel géocentrique, mais on sait depuis Copernic et Galilée qu'il est beaucoup plus simple de le faire dans un référentiel centré sur le Soleil, un référentiel qu'on appellera héliocentrique. Alors, vous le savez sans doute, le référentiel héliocentrique tourne lui aussi, autour du centre de la galaxie cette fois, à la vitesse d'un tour tous les 250 millions d'années. Mais bon, pour la plupart de nos usages, un tour tous les 250 millions d'années, on peut le négliger. Bien sûr, ça signifie une vitesse dite tangentielle de 300 km par seconde. Mais on peut aussi la considérer avec une très bonne approximation
comme étant un mouvement rectiligne uniforme. On peut donc considérer notre référentiel héliocentrique comme un très bon exemple de référentiel galiléen ou inertiel. Bien sûr, 230 km par seconde, c'est quand même 828 000 km par heure. C'est énorme. Mais comme ça va quasiment tout droit, on peut considérer que c'est un bon référentiel inertiel. Il est temps d'aborder maintenant les aspects un petit peu plus techniques dont je parlais tout à l'heure. Si ça devient trop mathématique pour vous, n'hésitez surtout pas à passer directement à la vidéo suivante. Tout ce qu'on va dire maintenant ne deviendra indispensable que beaucoup plus tard dans notre voyage, et vous pourrez toujours y revenir à ce moment-là. Comme d'habitude, on ne va pas se lancer dans des grands calculs, on va seulement les regarder d'un peu loin. Il y a des formules mathématiques qui permettent de passer d'un référentiel à un autre. Si ces référentiels sont immobiles l'un par rapport à l'autre, les calculs seront assez simples. Mais si les référentiels sont en mouvement l'un par rapport à l'autre, les choses vont se compliquer. Et bien sûr, si leur mouvement n'est pas uniforme, s'il varie tout le temps, les calculs vont se compliquer encore plus. On appelle ces formules qui permettent de calculer ce passage d'un référentiel à l'autre, on les appelle des formules de transformation. Dans le cas de référentiels galiléens, avec des vitesses constantes et qui ne s'approchent pas trop de la vitesse de la lumière, on utilisera les formules suivantes ici, qui sont relativement simples. Dans le cas de vitesse constante, mais proche de la vitesse de la lumière cette fois, on devra utiliser des formules plus compliquées, qu'on appelle les transformations de Lorentz, et que nous étudierons un peu plus tard. Et bien sûr, si les vitesses ne sont pas constantes, autrement dit s'il y a des accélérations, eh bien les transformations vont devenir encore plus compliquées. Mais le principe reste le même, à savoir qu'il existe des formules mathématiques pour passer d'un référentiel à l'autre. Dans notre série de considérations un peu plus avancées, il nous faut maintenant jeter un œil sur la manière dont on peut calculer les distances dans un référentiel donné. Dans les référentiels habituels, on utilise le théorème de Pythagore, qui est enseigné dans les collèges. Prenons un exemple. Dans le référentiel bleu, la côte de l'île est à 3 km à droite de l'accident et à 4 km devant. La formule de Pythagore permet de calculer cette distance à vol d'oiseau. Elle est de 5 km, puisque 3 au carré plus 4 au carré, c'est 9 plus 16, autrement dit 25. Et que 5 au carré vaut aussi 25. C'est le genre de calcul qu'on a appris à faire au collège. Dans le référentiel rouge maintenant, ça va être un petit peu plus difficile de mesurer parfaitement l'une des distances, mais le principe du théorème de Pythagore continue à s'appliquer. Dans le référentiel rouge, la côte est à 1 km à droite de l'accident et à peu près 4,9 km devant. On trouve donc toujours la même distance à vol d'oiseau, aux incertitudes de mesure près, c'est-à-dire 5 km. Dans ces deux référentiels, le théorème de Pythagore nous a donc permis de calculer les distances. Toutefois, le théorème de Pythagore ne fonctionne que lorsque les référentiels sont orthonormés. Qu'est-ce que ça veut dire orthonormés ? Ça veut dire qu'ils obéissent aux deux conditions suivantes. Premièrement, leurs axes doivent former des angles droits, parce que le théorème de Pythagore ne fonctionne que pour les triangles rectangles. Et puis deuxièmement, leurs vecteurs de base doivent avoir tous les deux la même longueur précise, à savoir une unité de longueur. Autrement dit, si on calcule nos longueurs en kilomètres, les deux vecteurs de la base doivent avoir tous les deux 1 km de longueur. Les axes doivent former des angles droits, orthos, et les vecteurs de base, avoir la même longueur, celle de la norme, orthonormée. Avec tous les référentiels orthonormés,
qui respectent ces conditions, le théorème de Pythagore donne des bons résultats. Mais avec tous les autres, ça ne marche plus. Celui du milieu ici ne va pas, car le vecteur des abscisses a été multiplié par 2, ce qui a pour effet que les coordonnées verticales ne donnent plus que la moitié de la vraie distance par rapport à l'origine. Et celui de droite est encore pire, car non seulement la longueur des deux vecteurs de la base n'ont pas la longueur voulue, à savoir notre norme, qui est de 1 km, mais en plus, ils ne se coupent pas à angle droit. Quand on va rencontrer ce genre de référentiel, ce qui va finir par nous arriver en relativité, on aura donc besoin d'une machine mathématique qui soit capable de corriger nos calculs. Une machine mathématique de ce genre, ça s'appelle un tenseur métrique. Un tenseur métrique, ça permet de mesurer les longueurs et les angles, même quand le référentiel n'est pas orthonormé. Ça permet d'utiliser le théorème de Pythagore, même quand, normalement, on ne pourrait pas le faire sous sa forme ordinaire. Ce tenseur métrique peut être représenté par une matrice, c'est-à-dire un tableau de nombres. Alors, si on veut être rigoureux, il y a une différence entre le tenseur et la matrice. Le tenseur, c'est le concept, l'idée mathématique, qui est représenté par la matrice. C'est un peu comme pour les vecteurs. Plusieurs listes de nombres peuvent représenter le même vecteur. Et bien là, c'est pareil. Plusieurs matrices peuvent représenter le même tenseur. Et donc, si on veut être vraiment rigoureux, il ne faut pas confondre le tenseur avec les matrices qui le représentent. Mais bon, on ne va pas rentrer dans tous ces détails pour le moment. D'ailleurs, les physiciens eux-mêmes font souvent comme nous. Quand ils parlent du tenseur métrique en montrant une matrice, c'est un raccourci. Ils parlent en fait du concept mathématique qui se cache derrière la matrice qu'ils montrent. Le tenseur métrique, qui correspond au cas où le théorème de Pythagore fonctionne bien, est représenté par une matrice qui ressemble à ceci. Alors, si vous avez déjà utilisé des matrices en mathématiques, vous avez reconnu ici la matrice identité. C'est la matrice qui ne change rien. Quand on utilise ce tenseur métrique-là, on utilise le théorème de Pythagore sans rien changer, sans rien modifier. Autrement dit, dans la formule de Pythagore, on met une seule fois le carré de A et une seule fois le carré de B. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, en relativité, on va voir apparaître parfois des référentiels dans lesquels le théorème de Pythagore ne fonctionne plus. Regardons tout ça de plus près. Voici de nouveau un repère orthonormé. Ces axes forment des angles droits et ces lignes sont espacées de 1 km, qui est ici notre norme. Cette longueur-ci vaut 5 km comme on l'a déjà vu. Par contre, essayons maintenant de faire les calculs avec ce référentiel-ci, dans lequel le vecteur vertical est maintenant 2 fois plus long que notre norme. Dans le référentiel de gauche, on avait procédé de cette manière. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause, le temps de vérifier si vous le voulez. Essayons alors de faire la même chose avec le référentiel de droite. Dans le référentiel de droite, la coordonnée du point B est seulement 2, et non pas 4 comme avant. En effet, comme ce vecteur est 2 fois plus long, cette coordonnée verticale ne donne que la moitié de la bonne distance, qui est toujours de 4 km. Mais la coordonnée verticale a changé. Alors, si on met la coordonnée 2 à la place de la longueur, qui est 4 dans la formule de Pythagore, bien évidemment, le résultat va être faux. Pour corriger tout ça, on doit donc multiplier cet indice par 2 avant d'élever le total au carré. Et donc, autrement dit, on doit multiplier la quantité B par 4. Allons-y, corrigeons notre tenseur métrique ainsi. Modifions notre formule en conséquence.
Et je vous laisse vérifier les calculs. Ça donne désormais le bon résultat. Remarquons au passage que cet indice ici varie dans le même sens que le vecteur de l'axe vertical. Autrement dit, si le vecteur vertical augmente, cet indice augmente aussi. Et bien sûr, si le vecteur vertical diminue, cet indice devra diminuer aussi. Un indice qui varie dans le même sens que le vecteur correspondant, on appelle ça un indice covariant. Alors, ceux d'entre nous qui ont déjà étudié les maths au niveau, disons, d'une terminale scientifique, vont peut-être avoir envie de savoir comment on peut faire dans un cas encore plus général. C'est-à-dire quand aucun des vecteurs de la base n'a la bonne longueur par rapport à la norme, et qu'en plus, ils ne sont pas entre eux à angle droit. Si c'est votre cas, je vous laisse mettre cette vidéo sur pause, le temps de regarder cette diapo. L'idée de base est toute simple. On met tous les produits scalaires dans la matrice et on les reporte ensuite comme coefficients dans la formule de Pythagore généralisée. Je vous laisse mettre sur pause et prendre le temps de comprendre tout ça. Nous avons donc maintenant une idée générale de ce qu'est un tenseur métrique, au moins dans des cas très simples. Mais si vous voulez vraiment approfondir ce sujet, c'est-à-dire bien au-delà du niveau qui est le nôtre, moi je vous conseille cette vidéo, elle est en anglais, mais elle est vraiment très bien et je vais mettre ses références dans la description en bas de cette vidéo-ci. En ce qui nous concerne, dans cette série de vidéos, on n'ira pas aussi loin, et même sans ça, on commence à comprendre l'introduction de cet article de Wikipédia. Lisons-la ensemble. En géométrie, et plus particulièrement en géométrie différentielle, alors la géométrie différentielle, c'est la géométrie pour laquelle on est obligé d'utiliser des référentiels qui ne sont pas droits. Eh bien, en géométrie différentielle, le tenseur métrique est un tenseur d'ordre 2. Qu'est-ce que ça veut dire un tenseur d'ordre 2 ? Eh bien, c'est un tenseur qu'on peut écrire sous la forme d'une matrice. En fait, il y a des tenseurs plus compliqués, mais on ne va pas en parler maintenant. Un tenseur d'ordre 2 qui permet de définir le produit scalaire de deux vecteurs en chaque point de l'espace. Qu'est-ce que c'est que le produit scalaire ? Eh bien, c'est une certaine machine mathématique dans laquelle on fait rentrer deux vecteurs et il en ressort un nombre. C'est un outil très très courant dans le calcul en algèbre linéaire. Eh bien, ceci est utilisé pour la mesure des longueurs et des angles. Et bon, pour l'instant, on n'a étudié que la question des longueurs, mais on comprend de quoi il s'agit. Ce tenseur métrique permet de généraliser le théorème de Pythagore, et on a vu ensemble de quelle manière. Ben voilà, on commence à comprendre tout ça. Je trouve que c'est quand même pas mal pour des débutants comme nous, non ? Enfin, moi, je trouve que c'est pas mal. Voici pour finir quelques exemples de tenseurs métriques plus avancés, plus compliqués. Si vous les regardez attentivement, vous voyez que les coefficients qui sont sur la diagonale de la matrice correspondent bien au nombre de fois qu'il faut compter la quantité correspondante dans la formule en dessous qui généralise le théorème de Pythagore. Ce -1, par exemple, correspond au signe moins qui est ici. Et ce coefficient compliqué, là, se retrouve ici. Mais bon, on n'ira pas plus loin pour le moment. Notre objectif, c'est uniquement de comprendre dans les grandes lignes, d'une manière un peu intuitive, ce que font les physiciens. C'est pas d'essayer de faire nous-mêmes leurs calculs, et encore moins de comprendre dans toute leur complexité les théories mathématiques qui se cachent derrière ces calculs. Dans notre prochaine vidéo, on rentrera enfin dans la partie la plus moderne de notre sujet, puisque nous parlerons de la vitesse de la lumière dans le vide. Alors, à bientôt!